Ouais, sans ton uniforme, je te prends, c'est ton uniforme. Imbécile, ce qui te sauve la vie, c'est mon uniforme et le code pénal. Crois-moi bien que si on n'avait pas été en uniforme dans le cadre de nos fonctions, mais ces mecs-là se font éclater la bouche 1000 fois, sincèrement. Et ça, en fait, c'est ce qu'ils comprennent pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie avec Alexandre Vigier, ancien de la BAC, instructeur de tir et auteur du livre Renfort Collègue. Dans cet extrait, il revient sur certaines de ses expériences les plus marquantes au Brésil, les réalités du terrain et des situations que peu de personnes ont l'occasion de vivre. On reprend. Putain, c'est incroyable. On a un cadre légal. Tu sais, en fait, je prends cet exemple-là parce qu'il vient de me sortir de la tête, là. En fait, regarde, je vais prendre l'exemple de Naël. Prenons l'exemple de Naël parce que tout le monde le connaît et il est concret. En plus, le collègue a été lavé, là. Mais la presse, ça en parle pas. Naël, il est pas mort parce qu'il a refusé, et il est pas mort sur un contrôle d'identité. Naël, il est mort lors d'un refus d'obtempérer parce qu'il a refusé de se faire contrôler et qu'il a risqué la vie de plusieurs concitoyens. Naël s'est pris un tir qui lui a été fatal pour arrêter sa course folle. Mais le collègue, la personne qui lui a tiré dessus, il s'est pas levé le matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais me farcir un mec. » Ben non, le mec, il s'est levé et je vais te dire, moi, c'est ce que je faisais et c'est ce que je referais quand je vais être armé. Quand j'étais en bac, je te jure, tu peux demander à mes anciens collègues, à Zozo, qui est un réunionnais aussi comme toi, à Zozo, à tout ça. J'allais sur mon casier, je priais. Et qu'est-ce que je demandais à Dieu? Je lui demandais à ce qu'il y ait aucune baston, à ce que j'utilise pas mon arme, à ce que je vois pas de mort, et à ce que tout se passe bien. Et je priais pour ça, je fais, Seigneur, donnez-moi la force de pas mettre une patate à un mec qui m'insulte. Donnez-moi la force de pas utiliser mes armes. Donnez-moi la force que ça se passe bien, s'il vous plaît, Seigneur. Et je te jure, je faisais ça toute la nuit. Non mais je te crois parce qu'en fait tout simplement on est des esprits puis des hommes alignés et je pense qu'on est des guerriers de lumière, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire si je te dis ça, mais on est vraiment des guerriers de lumière. On a vraiment envie de faire le bien. On était rentrés, je parle au passé parce que dans mon cas c'est au passé, dans ces unités-là pour faire le bien, pour sauver la veuve et l'orphelin. Mais en fait tu te rends compte que si tu utilises ton arme, le cadre légal il est bon, la légitime défense, l'état de nécessité, ça suffit. Après, il y a eu les nouveaux cadres légaux avec le terrorisme, etc., qui sont encore mieux, mais ça suffit. Le problème, c'est derrière le système judiciaire. Tu passes devant un juge qui est totalement déconnecté de la réalité. Nous, on l'a vu, on a déjà fait plusieurs fois des entraînements pour les mettre en situation, pour apprécier s'il y avait légitime défense ou pas. Et bien, il s'avère qu'il y a des juges qui tiraient dans le dos, en exercice, avec des armes fictives, qui tiraient dans le dos de l'agresseur, parce que quand tu es face à une situation de stress, c'est pas pareil. Et je pense qu'avec nos expériences, on gère plutôt bien les situations de stress. Alors que quelqu'un qui est... les policiers d'une façon globale, c'est minoritaire ceux qui font des conneries. D'une façon globale, ils sont quand même... En fait, ce qu'il faut que les citoyens sachent, c'est que comme dans toute profession, il peut y avoir des failles professionnelles. Ça arrive. Les mécaniciens peuvent ne pas serrer un boulon bien, un plombier peut mal resserrer un siphon, un électricien peut... on peut faire des fautes professionnelles. L'important, c'est pas de le faire de forme volontaire. Alors, pour un policier, ça peut avoir... pour un policier, un gendarme, ça peut avoir une issue fatale. Mais ça rentre dans le cadre de l'accident professionnel. Ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde de faire des conneries. Par contre, le fonctionnaire de police qui fait une connerie sciemment, les stéréotypes, tu sais, du flic raciste, facho, là, qui... c'est bon, je vais mettre des coups de matraque. Il y en a très peu, c'est à marge. J'en ai jamais vu. J'en ai même jamais vu. Non mais moi, j'en ai vu un dans ma carrière. J'en ai vu un, et comme je l'explique dans mon livre, je me suis presque battu avec lui. J'en ai vu un seul, qui était une sous-merde totale. Tu vois, un seul sur... j'ai rencontré des millions...
Ouais, il y a quand même 100 000 policiers. 100 000 policiers en France. Donc, Autant que de oui, gendarmes, non? dans toutes les institutions, on a des chèvres. Mais dans la police, c'est sont en minorité. Et quand il y a des erreurs, tu sais, je vais te dire un truc. Là, putain, moi, ça m'arrive de voir des vidéos. On voit des collègues qui interpellent. On a des mecs qui viennent avec leur téléphone. Ah, bah, c'est le salaud! Ah, nique ma mère! Nique ma mère! Nique ma mère! Nique ma mère! Et les collègues ne font rien. Ils continuent à interpeller et ils font rien. Et ces gars-là, s'ils se font interpeller, ils vont crier au scandale, ils vont crier à la bavure. Ah, la bavure, mon cher! Et je vais te dire, ces mecs-là, ils peuvent remercier, ils peuvent embrasser les pieds de Marianne et de notre République. Ils peuvent oui, qui sont pas au Brésil pour le coup. Parce que s'ils étaient au Brésil, ce serait pas la même. Ça au Brésil, moi je l'ai vu de mes yeux. Ils font ça au Brésil, ils se font tirer dessus dans les jambes. Les collègues leur tirent dessus. Ils font ça en Argentine, ils se font exécuter. Je te jure, les mecs qui filment. Je crois. Et moi, ce qui me choque, c'est que au début, tu sais, quand tu ramenais des outrages rébellions comme ça, en plus j'ai une anecdote par rapport à ça énorme. Les juges, en fait, ne te suivaient pas, quoi. C'est un truc de malade. Et j'ai une anecdote, je le raconte dans une de mes vidéos, je le fais rapide. Un jour, on ramène un mec, un des rares mecs que je ramène pour outrage et rébellion. On le ramène, et le mec est jugé. Putain, il part en jugé. Et putain, mec, le mec, j'ai appris que dans la salle d'audience, il avait insulté le juge. Le juge, au départ, qui allait rien lui mettre, il lui a mis de la prison ferme pour un connard ou un... Le mec a Parce que ça l'impactait lui. Parce que ça l'impactait. C'est incroyable. Alors que nous, on se fait insulter tous les jours. Tous les jours, on se fait insulter et on les ramène même plus parce qu'on sait qu'ils ne sont pas traités. Ah oui. Tu vois, c'est même pas... C'est pas de la lâcheté. Je vais te dire... Non, mais... Juste pour finir, et excuse-moi, tu vois, regarde, les gens qui nous filment, et ça, moi, je l'ai entendu des milliers de fois. Ouais, sans ton uniforme, je te prends, c'est ton uniforme. Imbécile, ce qui te sauve la vie, c'est mon uniforme et le code pénal. Parce que crois-moi bien que si on n'avait pas été en uniforme dans le cadre de nos fonctions, mais ces mecs-là se font éclater la bouche 1000 fois. Sincèrement. Hein. Et ça, en fait, c'est ce qu'ils comprennent pas. Et peut-être qu'ils l'ont compris et qu'ils en jouent. Sauf que le jour où la politique va changer, il va y avoir un revers de médaille, ça va leur faire tout drôle. Comme ils ont fait à New York à la fin des années 90, avec Jordanie. Quand ils ont dit, bon, maintenant stop, on reconquérit Harlem, on reconquérit New York pendant 3-4 mois. Par contre, après, les touristes, ils se faisaient plus agresser. Ils veulent vraiment... Ouais, tout à fait. C'est quand même incroyable. Hein. Non, mais c'est clair. Mais il y a une impunité qui est incroyable. Moi, je me rappelle une anecdote. Quand tu es gendarme mobile, tu fais tous les ans, souvent, quand tu es en province, le palais de justice à Paris. Et tu croises du coup les policiers. Et nous, moi, je me rappelle, j'ai amené un gars devant le magistrat, devant les tribunaux, pardon, en comparution immédiate. Non, pas en comparution immédiate, devant les tribunaux. Il venait de la Souricière. Donc, c'est ça, il venait sûrement de Fleury-Mérogis. Bref, j'amène le mec, le mis en cause, devant les tribunaux, et t'as le procureur qui se lève et qui plaide. Tu sais, bon, c'est tout un théâtre, c'est très joli à voir. J'invite les gens qui n'ont jamais vu de tribunaux à y aller pour comprendre un peu comment ça se passe. Il y a des petites vieilles, je te fais une parenthèse, il y a des petites vieilles qui passent leur journée au tribunal pour assister à ça. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Non, mais c'est une série, hein, c'est une série. Et en fait, le procureur, il se lève, il plaide, et puis il dit Monsieur X, vous avez 37 ans, vous avez 38 ou 39 mentions au casier judiciaire. Il demande une peine assez élevée, tu vois, genre 2 ans ferme, tu vois. Le mec, il a été attrapé 38 fois. Ça veut pas dire qu'il a fait 38 conneries. Ça veut dire qu'il a été attrapé 38 fois. Ça se trouve, il en a fait 200. Tu sais mieux. Minimum 38. Ouais, voilà, minimum 38. Exactement. Voilà, les faits sont les faits. Et le gars, le procureur, il plaide et il lui demande 2 ans ferme. Le gars, il prend 6 mois de sursis. Le gars, il a arrêté une 38e fois et il prend 6 mois de sursis, le gars. Wow. Comment, regarde, explique-moi, comment tu veux réinsérer un gars
Comment tu veux réinsérer un gars si il a pas compris qu'il a fait une connerie? Tu vois, moi, c'est quelque chose que je suis pas un professionnel de la justice. Tu vois, on en revient au plombier qui dit Oui, chacun sa place, bien sûr, bien sûr. Mais on est quand même, on travaille avec le droit. On est quand même une filiale. On est leur bras armé. On est le bras armé de la justice, puisque force de rester à la loi, c'est pour nous. Et la gendarmerie, c'est pour la justice, l'honneur et le droit. Donc on est lié à la justice, qu'on le veuille ou non. Le ministère de la Justice, ça reste nos frères ou nos cousins. On travaille avec, on fait partie du même ADN. Moi, ce que je comprends pas, c'est que exactement tout ce que tu dis. Quand on attrape un mec, mais même qui a pas 36 faits, si la politique en place actuelle, c'est la réinsertion, et moi je trouve ça très bien. Sincèrement, je pense qu'il y a des mecs qu'on peut rattraper, mais je pense aussi qu'il y a des mecs qui sont irrattrapables. Quand t'as assassiné... Bien sûr. Quand t'as assassiné, violé une petite fille ou tout ça, t'es irrattrapable. Tu peux pas te réinsérer. C'est pour moi... Et ça, le pire, c'est que là, j'ai vu encore aujourd'hui le témoignage d'une dame qui s'est faite violer il y a quelques années. Son agresseur avait pris 30 ans. Il est sorti au bout de 8 ans. Tu vois, il la viole. Il prend 30 ans, il sort au bout de 8. Et sa vie, elle est détruite à jamais. Elle n'aura pas de deuxième vie. Sa vie, elle est détruite. On parle du respect des droits humains, etc. Mais c'est justement pour ça, nous, qu'on se bat. Pour le respect du droit humain des victimes. Parce que les victimes, elles ont rien choisi, en fait. Elles subissent. Mais non. Un mec décide d'assassiner, de violer une gamine et de la tuer. De la pendre. La gamine, elle est innocente, elle a rien demandé, en fait. Ses parents, ils vont vivre avec ça toute leur vie. Alors moi, je veux bien qu'on parle de droits humains, je suis d'accord, il faut traiter le mis en cause avec respect, avec dignité. Mais ce mec-là, il est irrattrapable. Ah, il doit pas sortir. Il doit pas sortir. Le mec a tué, violé, il doit pas sortir. À la famille, bon, votre petite fille de 6 ans a été violée, assassinée, pendue, mais il sort dans 8 ans. Hein. Il n'y a pas de problème. Comment tu veux dire, c'est pas possible. Moi, je peux pas me regarder dans la glace. Et un père de famille normal, il réglerait le problème lui-même. En fait, ils essayent de pousser le peuple à faire justice eux-mêmes. Donc, c'est pas normal. Tu vois. Par contre, il y a des gens qui sont rattrapables. Mais pour qu'ils soient rattrapables. Bien sûr. Quand t'as un mec, moi, je me rappelle des petits jeunes. T'as un petit jeune, là, qui, même un outrage rébellion. Voilà. Une connerie. Le mec, c'est son premier outrage rébellion. Une fois que le truc, il est tombé. Putain, mais pourquoi est-ce que tu nous as insultés? Ah, c'est bon, j'ai des problèmes avec ma mère, j'ai des problèmes avec mon père, vous êtes venus, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû le faire. J'assume. Voilà, c'est bon. Ce mec-là, il est rattrapable. T'as des problèmes, oui. on va t'aider. Mais ce mec-là, pour qu'il sache qu'il a fait de la merde, il faut qu'il ramasse. Je dis pas qu'il faut qu'il aille 3 ans en prison, mais le 5 jours, 5 jours en tôle. Juste 5 jours, regarde. Si tu refais ça, tu vas prendre 5 mois ici, là. Tu le mets dans une cellule avec 3 mecs, 5 jours. Et tu le fais ressortir. Ou même 2 jours, tu vois. Le mec, en fait, ça va lui faire un choc psychologique, plus jamais ça. Tandis que non, aujourd'hui, comme on recule l'échéance à chaque fois, les mecs sont impunis, ils ont ce sentiment d'impunité et de toute puissance. Donc forcément, ils manquent de respect, ils manquent de respect à leurs profs, ils manquent de respect aux institutions, et ils manquent de respect au pays dans lequel ils sont nés et dans lequel ils ont la nationalité. Bien sûr. Et en fait, au lieu de créer des citoyens, on crée des ennemis de la République. Ouais, et ça fait une apartheid un petit peu. Ouais. Oui, et avec la complicité de magistrats qui, volontairement ou non, parce qu'attention, il y a plein de magistrats qui font leur boulot bien, mais il y a des magistrats qui peuvent faire des conneries aussi, et je suis sûr qu'ils sont très, ils sont très influencés par leur propre caste. Les magistrats ont une énorme responsabilité dans le suivi criminel des personnes qu'on leur ramène. Bien sûr, ils ont beaucoup de responsabilités. Donc, et moi, je comprends pas que les magistrats, parce que nous,
quand on fait une connerie, on est tout de suite rattrapé. Je comprends pas qu'un magistrat qui ait libéré un violeur, un pédophile qui récidive, je comprends pas que ce magistrat-là soit pas interrogé, inquiété, qu'on lui demande des comptes. Comment ça se fait que vous l'ayez libéré, là, il a reviolé, là? Expliquez-nous. Et qu'il soit sanctionné si il fallait pas qu'il le libère. Enfin, nous, merde, on rend des comptes pour presque tout. Je vais aux toilettes, je rends compte parce que j'ai usé du... Non mais attends, pourquoi le magistrat ferait pas ça? C'est pas qu'on veut, mais puisqu'on flique la police, pourquoi est-ce qu'on fliquerait pas notre justice? Puisque tout est surveillé. Pourquoi est-ce que les magistrats auraient... Alors, je comprends qu'ils soient les seuls juges et qu'ils aient... Mais au bout d'un moment, ils ont des comptes à rendre à la population. C'est pas un Bien troisième. sûr. Non, mais bien sûr. C'est pas la cinquième colonne. On a il faut respecter. Et si les politiques je te rejoins. en place sont pas ils sont pas d'accord avec la politique qui est mise en place, ben ils font comme nous. Ils ont promis, ils ont juré d'assurer la protection des personnes et des biens. Et ben ils tiennent leur parole. Et quand ça change de politique, moi tu sais, quand il y a des politiques de gauche, de droite, je m'en fous. Moi je continue à servir dans le cadre. Bien sûr. Donc tu vois, c'est pour ça que la politique, quand t'es en fonction, la politique, elle doit pas t'inquiéter normalement, en tout cas, sauf s'il y a des changements drastiques, comme tu as vu au Brésil, mais tu dois continuer ton travail, c'est clair. Alex, si tu me permets, parce qu'on bavarde beaucoup tous les deux, on va enchaîner sur ton livre, parce que sinon on va avoir une émission de 3 heures. Déjà que je pense qu'on fera peut-être j'ai mon unité qui arrive, là, il va falloir que je leur fasse un briefing. Là. Alors, ok, bon, on enchaîne. Alors, on va synthétiser pour le livre. Est-ce que tu voudrais parler d'un sujet en particulier concernant ton livre? Parce que j'avais noté des questions, mais ça va être vraiment très long. Donc, est-ce que toi, tu as un mot? Fais des questions, je vais synthétiser. On va faire rapide. Ok. Renfort collègue est né du suicide de ton collègue Christophe. Comment on écrit un livre à partir d'un drame comme ça? Dans quel état d'esprit? Mal. On est mal. Moi, en fait, c'est rigolo, mais écrire, ça m'a permis de... En fait, quand Christophe est décédé, bah, déjà, on s'était vu la nuit auparavant, et le matin, avant de partir, à 6h, je suis passé devant son bureau, il avait un papa de bière, et il m'a invité à prendre une binouse. Il a fait « Oh, Alex, viens, oh, Pépito, viens, on prend une bière, là !» Et j'ai fait aujourd'hui, non, là, je rentre à la maison. Il m'a dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Il savait qu'il allait mettre fin à ses jours, et il m'a dit au revoir comme si c'était un jour banal. Il m'a menti, il a à tout le monde, il a réussi à cacher ça. Et en fait, je l'ai appris le lendemain sur Facebook, on n'avait pas les téléphones comme maintenant. Moi, mon petit rituel, c'était je me levais, j'allumais mon ordinateur Facebook et je vois sa photographie sur le compte d'un autre de mes potes qui aurait dans Martinique, là. Je vois sur le post à Ali la pphoto de Christophe et je me dis qu'est-ce qu'il a encore fait ce con, tu vois, parce que c'était un rigolo, tu vois. Un personnage. Ouais, il faisait, tu vois, voilà, on rigolait, tu vois. Et je commence à lire et je commence à comprendre et j'appelle tonton. Et quand je prends mon téléphone, je vois plein d'appels en absence, des messages rappelle-nous. Et là, je comprends qu'il s'est passé une merde. Et quand j'appelle tonton, il me dit écoute, il me l'a dit cash avec son franc-parler que j'adore. Voilà. Tonton, c'est un homme que j'aime. Tu vois, sincèrement, c'est vraiment un mec qui a beaucoup compté et qui va continuer. Mais c'est un mec qui a beaucoup compté dans ma vie. Il m'a dit, VGR, Christophe s'est mis une balle ce matin, il est mort. Et je pense, il me le confirmera parce qu'il va peut-être voir cette vidéo, je pense que je lui ai raccroché au nez. Et pour raccrocher au nez à tonton, il fallait porter ses... Tu vois, et je pense que sans... Je me rappelle plus si je lui ai raccroché, mais il me semble que je lui ai raccroché au nez sans de tellement... je suis tombé des nues. Et tu sais, j'ai eu un moment de flottement. Il y a eu l'enterrement, son fils est venu nous voir, il nous a demandé pourquoi son papa était parti. Ça a été très difficile. Et je suis allé retrouver, en sortant de l'école de police, il y avait un instructeur
qui nous avait dit, si vous faites pas de sport et si vous déchargez pas, prenez un carnet et notez toutes vos inters qui ont été difficiles, ça va vous aider. C'est une excellente thérapie, en effet, d'écrire. Et tu sais, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait ça en stage. Quand j'étais à Besançon, c'est ce que j'avais fait. Et j'avais arrêté quand j'étais en bac. Et 2-3 jours après son enterrement, je descends dans ma cave. Et tu sais, j'ai une cantine bleue, une grosse cantine bleue, là, et je l'ouvre pour ranger les affaires de police. Et je tombe sur mon carnet. Et je le prends, je le monte et je commence à le relire. Et entre-temps, à l'époque, je faisais du conseil technique pour le cinéma. Et je faisais du conseil technique pour une série, pour le pilote d'une série qui s'appelait Snipe, où j'ai rencontré plein d'acteurs, des mecs en or, des mecs comme Pascal Hainaut, Paul Perrier, que je vais te parler là, j'ai rencontré d'autres mecs après, comme Joe Prestia, François Leventre, enfin bref. Et du coup, un soir, Paul Perrier fait une fête, et pendant sa fête, j'étais venu avec une bouteille de Jack, je lui offre, il ouvre, et on se met sur son balcon, donc il avait fait une grosse fête avec plein de gens. Et il me dit, raconte-moi un peu ton boulot, parce qu'on te voit sur les tournages et tout. En plus, j'étais venu à la fête avec mon pétard et tout, avec le cigare, parce que je venais de quitter le service, tu vois, enfin bref. Et en fait, il me laisse parler, et je parle de mon taf, et mec, je parle des trucs hardcore, tu vois, je parle des morts, je parle... Et putain, je m'oublie face à ce mec-là, que je venais de connaître, et je me lâche. Je lui dis tout. Et putain, je le vois, et la bouteille de Jack se vide. Et à un moment, il est 6h du mat. Et je le vois, il est comme ça, il me regarde avec des gros yeux comme ça. Et je regarde ma montre comme ça, je fais putain, il est 6h du mat, faut que je rentre. Parce que ce soir, je prends le service, je suis désolé. Il dit non, mais Alex, t'es malade. Ton truc, il faut en faire un livre, il faut en faire un film. Mais tu te rends compte de tout ce que tu viens de me dire. Et pour moi, oui, c'est anodin. C'est anodin. Mon ordinaire, c'était son extraordinaire. Et pour moi, c'était un truc ordinaire. Et il me dit, mais t'es fou, regarde tout ce que tu m'as raconté. Il faut que tu fasses un scénario et tout. Et c'était resté dans un coin de ma tête. Et en prenant mes notes, je lis le truc, je fais putain, mais je pourrais peut-être faire un truc, ouais. Et je suis allé sur Internet, voir comment on écrivait un scénario. Et j'ai écrit un scénario. Et il a refait une fête. Et dans cette fête, donc je vais au service, j'imprime mon scénario et je le ramène. Et quand j'arrive avec mon scénario, je fais tiens Paul, j'ai écrit un truc. Il prend le truc, il regarde tout le monde comme ça, il fait allez, la fête est finie là, tout le monde dort. Il vire tout le monde. Il va dans sa cuisine, il fait toi, tu m'attends ici toi. Il va dans sa cuisine et il s'enferme et il lit le scénario. Donc moi je reste une heure et demie, je fume un cigare et tout. Il revient, il fait putain mais c'est patate et tout, c'est un truc de mal. Où est-ce que t'as écrit avec... Ou qui a fait ça pour toi et tout? Non, c'est moi qui l'ai fait. Il m'a dit attends, t'as fait ça après qu'on ait parlé le mois dernier? Je fais oui. Il dit mais c'est pas possible, putain, tu nous as écrit un scénario en moins de 3 mois, il y a des mecs qui mettent 3 ans pour écrire un scénario, enfin il me fait que des éloges. Et j'écris le premier jet de mon livre. Et de là, en fait, on le peaufine. Il y a eu 8 versions pour le scénario. On le peaufine. Et je le présente à toutes les boîtes, à tous les producteurs à qui j'arrive à avoir des contacts. Mais je fais pas partie du milieu. Non, ouais. Donc ça s'est pas fait. Mais moi, ça a été une manière... Bon, après, je l'ai réécrit en livre et tout, mais le fait d'écrire, ça a été une manière de revivre des événements, dont certains que j'ai vécu avec Christophe, et ça m'a permis pas de tourner la page, parce que je tournerai jamais la page du suicide. D'avancer. C'est intournable. Mais ça m'a permis d'atténuer la douleur que j'avais. C'est très bizarre, hein, c'est très... parce que j'ai pas envie de me faire passer pour une victime non plus, tu vois. Je suis pas à plaindre. Non, je comprends très bien. Je suis pas en PLS et tout, tu vois, mais vraiment, ça m'a permis de faire le point et de me dire, bon, bah, c'est fait. Il faut avancer. Il a fait une connerie. On le saura peut-être un jour. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que t'as trouvé une réponse à donner au fils de Christophe? Pourquoi il a fait ça? Est-ce que tu sais pourquoi? T'as une idée de pourquoi? C'est une accumulation, un ras-le-bol?
la vie de flic Alors, tu surchargée. vois, à l'époque, quand son gamin nous a demandé ça, je me rappelle, on était en code back avec nos grilles, là. Et j'étais à côté d'un collègue avec qui je me suis pas souvent entendu, tu vois, d'ailleurs, mais un bon collègue. Il s'appelle Vincent, c'est un mec que je respecte, hein. Beaucoup même. Et il est venu nous voir, il s'est mis entre lui et moi, où il y avait un autre, et il a demandé, putain, heureusement qu'il ne m'a pas demandé à moi. Et tu sais, même aujourd'hui, je j'ai pas la réponse. Là, j'essaie de l'expliquer dans mon livre. Euh, L'accumulation, l'endettement, le salaire, les heures, les conditions de travail, le matériel, la fatigue physique, mentale, le contact qu'on a avec la mort. Ça, j'en parle beaucoup dans mon livre. Le contact qu'on a, parce que moi, j'ai été. Il n'y a pas de. Il n'y a rien qui t'apprend en école de police à gérer la mort d'autrui, ni même la tienne, hein. Ça, c'est un truc que tu apprends sur le tas. Et moi, c'est Ça, vraiment c'est dur. Ouais, C'est dur. c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas et en fait, ça a brisé mon innocence. Parce que quand je suis rentré dans la police, j'étais encore innocent. Même si je sortais de Bien l'armée, sûr. j'étais encore un gamin. Ouais, tous, on est tous pareils. Une fois que tu rentres dans les Et, forces de l'ordre, tu... ça m'a fait vieillir très vite. C'est rigolo, hein. Mais ça m'a vraiment mis Et tu vois, tous ces trucs-là, puis aussi, lui, il vivait la vie d'un célibataire géographique. Moi, à l'époque aussi, tu sais, quand t'es en bac, t'as une vie amoureuse et sexuelle très mouvementée, tu vois. Ouais, j'imagine. En fait, toutes ces professions qui ont un rapport avec la mort, mais que ça soit aussi les pompiers, les infirmiers, les infirmières, c'est des professions qui, sexuellement, mais ça, il faut le dire, hein, on est très libre, très libéré, et on a, on a tendance à avoir beaucoup de partenaires, tu vois. Ça, c'est un fait. C'est pas ouais, je vais rentrer en bac, je vais me faire énormément de meufs. Tu penses pas à ça. Ça se fait naturellement parce que c'est une pulsion de vie. Tu vois tellement de choses sales. Tu vois des morts qui collent encore au sol, des trucs. Et c'est un truc que t'as en commun avec ces gens-là. Et moi, je suis sorti avec des collègues. Je suis sorti avec des pompiers femmes, avec des infirmières, beaucoup, parce qu'on a on a ce truc en commun. Ma femme, elle a rien à voir avec ça, et c'est elle qui m'a sorti de là. Parce au final, en faisant ça, c'est un cercle vicieux. T'as une pulsion de vie parce que t'as des rapports sexuels avec des collègues qui ont vécu la même chose que toi, ou avec des gens d'autres corps qui vivent des mêmes choses que toi, qui te comprennent. Parce que quand tu parles, tu vois, voilà, quand tu parles à une personne qui connaît pas, que t'as décollé un corps et qui collait au sol d'un carrelage parce qu'il était là depuis 3 mois et qui fouettait, les gens, comme ils ont jamais vu ça, ils te comprennent pas. Ils te prennent pour un fou. Que Ah oui. l'infirmière, quand tu lui parles de ça, elle sait, elle comprend, il y a cette complicité. Ouais, ça crée des atomes et une complicité, comme tu dis, ouais, en effet. Mais je te rejoins sur le fait que Tiens, je suis convaincu aussi que le... Ah, ça a coupé. Ouais, là on est bon. Ouais, je te disais que je suis convaincu aussi, pareil, la multiplicité des partenaires ne fait pas forcément non plus ton bien-être. Ah non, non, Ne fait mais pas que tu es quelqu'un d'heureux. Au contraire. Ah Au oui. contraire. En fait, c'est comme un mec qui boit. Il va se sentir bien quand il va être sous alcool, mais le fait de boire, ça le bousille. Tu sais. Moi, je vais te dire, j'ai eu une époque, et au final, tu te poses pas, tu fais rien de ta vie, et tu tournes en rond. Tu sais, tu tournes en rond. Ouais, bien sûr. T'arrives pas, et tu sais, psychologiquement, comme à l'époque, aujourd'hui, ça a changé un peu, mais à l'époque, il n'y avait pas de cellule d'écoute. Puis à l'époque, en plus, t'es dans une unité spécialisée, il faut pas montrer que t'es un faible, tu vois, il faut montrer que tu portes, ça, c'est le point négatif de toutes les unités dites spécialisées, tu vois, si tu montres un truc de faiblesse, tu vois, il faut que tu montres que t'es un bonhomme. D'ailleurs, on nous appelait les gaillards, tu vois, nous, on était les gaillards de la BAC départementale, tu vois, donc il faut pas montrer que t'as des problèmes. Donc ouais, effectivement, c'est pas des moments. Non, son fils, je lui raconterai ce que je lui ai dit dans le livre, et je lui dirais de vivre sa propre vie.
Son père, par contre, je lui dirais hein, que Christophe, son père, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit, Christophe, c'était pas un lâche. Parce que moi je pense qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de couilles. Pour s'en mettre une dans le crâne. Pour s'en mettre une dans la tête. Et c'est ce qu'il a dit avant de se suicider. Il a fait un post Facebook qui a été effacé par la hiérarchie. Parce qu'il parlait comme ça. Il a dit, il faut une grosse paire de coronesses pour appuyer sur ce morceau de métal. Et il avait raison. Il faut vraiment une grosse paire de couilles pour mettre fin à ses jours. Même si on sait qu'on y passera tous un jour, le fait de se le faire soi-même, il faut vraiment être très déterminé. Et pour être très déterminé, il faut être dans une situation de désespoir. Détresse extrême. Je me suis rendu compte que Christophe, sous ses airs comiques, qui faisait des blagues à tout le monde, qui était toujours avec le sourire, il devait être en état de souffrance ultime. Et c'est ça qui me fait mal, en fait. C'est que je l'ai pas vu. J'ai pas réussi à voir l'état de souffrance dans lequel mon collègue et mon pote, parce que j'ai passé les tests de sélection de bac avec lui, étaient. C'est incroyable. Hein. Alors qu'on faisait pas partie de la même unité, mais on avait cette complicité. Alors ceux de son unité, ça a été encore pire, parce qu'il avait plus... tu vois, c'est vraiment... ouais, c'est moche. Hein. C'est triste, ouais. C'est triste. C'est moche parce surtout que son fils, voilà, son fils et sa famille arrivent à avancer avec ça. Ça, c'est vraiment un poids après pour la famille, pour ceux qui restent. Et tu vois, moi, après, vas-y. Juste pour faire une parenthèse, vas-y. Quand j'ai appris, parce qu'avant le suicide de mon pote, je savais pas que la police c'était le métier où on avait le plus de gens qui se suicidaient. La police. Ouais, 42 par an, je crois, c'est ça. Non, à l'époque c'était 52 par an. Ça a baissé. À l'époque, c'était la moyenne 52 suicides par an. Mais même 42, c'est trop. C'est énorme, c'est trop. C'est trop. Tu vois et je savais pas avant lui que c'était la profession où on se suicidait le plus. Quand j'ai commencé à gratter, à voir les statistiques, à voir les chiffres, je me suis dit, putain, mais attends, il faut que les gens le sachent. Il faut le dire aux gens. Si on a des gens qui se suicident, c'est parce que on a des... Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est ce que j'essaie de raconter dans mon livre. En fait, mon livre, c'est un des premiers livres de police qui aborde le syndrome de stress traumatique dans la police et qui aborde le suicide par tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Des problèmes de matériel, de drogue, parce qu'on a des collègues qui se droguent. Bien sûr. C'est une échappatoire. C'est une échappatoire pour beaucoup. Mais c'est un médicament, c'est de l'automédication. Le collègue qui prend de la coke ou qui fume du shit, c'est pas parce qu'il voulait fumer du shit ou prendre de la coke. Le mec, il est rentré comme fonctionnaire de police, il voulait faire quelque chose de bien de sa vie. Il voulait servir les autres et surtout pas être un drogué. S'il tombe dans la drogue, c'est parce que c'est comme tu dis, c'est de l'automédication. S'il tombe dans l'alcool, on en connaît combien des collègues qui sont devenus alcooliques? J'en connais, mais plus d'une vingtaine. Mais ça, c'est légal. Donc, du coup, ça passe. Tu vois? Alors, comme tu disais, la drogue, moi, j'en ai jamais vu en gendarmerie parce qu'on est, militaire, on était militaire, enfin, j'étais militaire, etc. Ouais, mais je comprends ce que tu dis. Je comprends totalement ce que tu dis. Quelqu'un qui n'est pas bien. Qui arrive avec les gros yeux comme ça, tu dis, putain, t'as les yeux rouges, j'ai dit, c'est la conjonctivite. Putain, mais tu parles bizarre. Après, nous, tu sais, il y avait quelque chose aussi de fatal ou de protecteur dans ce cas-là. C'est qu'on vivait, pour beaucoup, on vivait en caserne. Donc, tu peux pas, en fait, t'es cramé, tu vois. Alors que vous avez cette cet échappatoire, vous vivez dans le civil. C'est bien, mais c'est pas bien. Ça a des avantages et des inconvénients. Mais bon, avec le recul, c'est quand même mieux de vivre dans le civil et d'être libre. Alors, c'est pas des problèmes qui touchent tout le monde, mais quand ça te touche, les problèmes de matériel touchent tout le monde, de salaire, ça touche tout le monde. Moi, je suis à l'époque, on gagnait 2000 € par mois. Ouais, et à Paris, il faut te loger. En travaillant de nuit. Enfin, moi, je m'en sortais pas. Tu vois, c'était un problème, je m'en sortais pas. Tous les mois, j'étais en négatif. Et je faisais attention. Ouais, je comprends. Il y a des collègues qui se sont endettés, c'était la catastrophe. Donc, tu sais, la hiérarchie. Moi, j'ai connu la hiérarchie à l'ancienne et j'ai vu les nouveaux arriver. J'ai connu ceux qui commandaient et j'ai vu ceux qui manageaient. Tu sais, ça. Alors oui, le management, il en faut.
Mais tu sais, il y a eu beaucoup de changements aussi en interne. Il y a des trucs qui se sont faits. Et puis, tu sais, moi, c'est un truc que j'aime bien dire. C'est pas la police qui a le pouvoir. C'est le pouvoir qui a la police. Du coup, on reste quand même aux ordres d'une certaine idée politique que le gouvernement a mis en place. Et il y a des théories qui, malheureusement, ne s'appliquent pas sur le terrain. Tu vois, à une époque, quand on nous explique qu'on peut pas sortir nos armes, mais moi, j'ai envie de te dire, la seule personne qui peut c'est moi. prévenir et savoir quand est-ce qu'il a à sortir son arme, c'est moi. Parce que c'est moi, c'est clair. C'est pas toi le parlementaire, non, c'est moi. Bien sûr. Parce que toi, t'as une seconde pour réfléchir ou une demi-seconde. Et le magistrat, il va avoir 2 ans ou 3 ans pour décortiquer le dossier. Alors tu sais, à un moment, il y avait une vidéo de gamins là, qui manifestaient là. Ils les ont tous allongés par terre et ils les palpaient. Les gens, ils se sont offusqués de ça. Mais quand t'es 5 face à 30 individus, eh ben tu fais comme tu peux. Tu fais comme tu peux. Vrai. Force de rester. C'est comme le médecin au Bataclan, quand il y a des personnes qui ont été prises en charge par des médecins avec des draps de lit, qui essayaient d'arrêter les hémorragies avec des draps de lit. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais il a fait comme il a pu. Et il y a personne qui... Ben, quand tu sauves ce que tu peux. Tu sauves ce que tu peux. Voilà, quand t'as 30 individus qui ont commis des crimes et que t'es 4, eh ben, tu les interpelles comme tu peux. Tu vois? Et moi, c'est des trucs comme ça, tu vois, on nous tape dessus parce que c'est la police. Parce qu'en France, il y a ce truc contre la police, contre la gendarmerie, Mais il faut pas oublier que derrière, il y a des hommes et des femmes qui pensent comme vous, qui respirent comme vous. Si permettre, vous êtes même encore plus critiqué que la gendarmerie. Ah ben oui. Malheureusement. Mais je pense qu'en zone gendarmerie, nous aussi, hein. Tu vois, c'est rigolo parce que ceux qui vivent en gendarmerie disent ah nous on préfère les flics et ceux qui vivent en zone police disent ah nous on préfère les gendarmes, tu vois. Ah c'est. Ouais, c'est l'hypocrisie à la française quoi. Et au moins les gendarmes quand ils m'arrêtent ils font tu parles des gendarmes quand ils t'arrêtent ils t'alignent mais ils te refont un costume pour l'hiver comme tout le monde et puis c'est tout parce que t'es un criminel voilà. Et tu vois et ça en fait ils comprennent pas que les gens, en fait, un bonjour, monsieur l'agent. Oui, effectivement. Ça change tout. Monsieur, on vous arrête parce que vous avez grillé le stop. Ah merde, putain, vous avez raison. Ouais, voilà. Le mec, il répond. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Et ben, à 90%, vous prenez pas votre truc. Ça passe. Ouais. Parce que la bonne femme qui va s'enflammer ou le cadre qui va tout de suite ouvrir sa gamelle, mais ça va tout changer. Bien sûr. Moi, j'ai fait très peu de police. J'ai fait très peu de police. Je vais vous verbaliser, monsieur. Ouais. Voilà. Moi, j'ai fait très peu de police de la route, mais c'est sûr que quand j'avais affaire à des gens arrogants, c'était pas la même. Et je détestais faire ça. Mais par contre, ce que je voulais te dire, c'est que par rapport au rebondir sur le Brésil, je sais pas si les policiers étaient comme ça, mais nous, au Costa Rica, ils t'arrêtent et ils te disent « Hola, amigo ». Ouais, c'est des trucs comme ça. C'est très. Ça arrivait au Brésil aussi des fois. Ouais, parce qu'ici c'est. Moi l'autre fois ils m'ont arrêté. Il m'a dit hola hermano. Pourtant je suis blanc, je suis français, je suis étranger. Il a vu que j'étais étranger. C'est assez cordial. Si le ton change immédiatement. Oui, ça. Ouais, ça c'est sûr. Mais quand tu regardes bien, même nous, regarde moi. Alors là je parle pour moi. Tous les contrôles qu'on fait, sauf les interpelles, mais les contrôles, ça a toujours été. Bonsoir messieurs, c'est la police. Bien sûr. J'ai toujours abordé les gens de la même manière, sauf en cas de crime ou délit flagrant. Mais là c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Le contrôle, j'ai toujours agi comme ça, et l'issue du contrôle, c'est toujours les personnes interpellées qui en avaient la maîtrise. Si le mec nous répondait mal, ça allait se finir mal. Si le mec nous répondait bien, ça allait se finir bien. En fait, moi, je me suis toujours adapté à la manière dont les personnes nous parlaient. Et comme il y a des gars qui nous prennent pour des guignols, eh ben, nous aussi, on les prenait pour des guignols. Ben, moi, ça fait partie de l'intervention graduée, hein. Mais oui, mais c'est exactement ça. Une fois, on contrôle des mecs, ça, c'était les mecs, on les contrôle dans les halls. Bonjour, messieurs, contrôle de police. Bon, on vient là parce que vous faites trop de bruit. C'est bon, tu te prêt pour Cube.
Bon, monsieur, je vais vous verbaliser pour émission de bruit de nature à troubler la tranquillité de l'homme par sa nature et son intensité. Et puis, vous venez de cracher ici, je vais vous verbaliser pour dépôt de déchets insalibles sur la voie publique. Si vous continuez, ça va être une amende de 5e catégorie, monsieur. Et ça se détendait. Tu vois, dès qu'on tapait sur le portefeuille, il n'y avait pas de violence, hein. Mais tu vois, en fait, ils comprennent pas que si c'était, ah oui, monsieur l'agent, on baisse le son, on rentre à la maison. C'est torché. Tu fais ta main courante et c'est fini. En fait, ils ont pas compris qu'on n'est pas leurs ennemis. Tu vois? Ah oui. Tu vois, on n'est pas leurs ennemis. Moi, j'ai déjà sauté dans la Seine pour récupérer un mec qui était connu de nos services. Parce que Et t'as réussi à le sauver ou il est parti, il y avait trop de courant? Non, on a réussi à le sortir. Mais on n'allait pas le laisser mourir, le mec. Ça reste un... Tu vois? Bien sûr. Et j'ai des anecdotes avec des mecs qu'on a attrapés. C'est pas parce que les mecs, c'est des bandits ou des voleurs qu'on va leur manquer de respect. Par contre, si eux, ils manquent de respect, il y a plus de potes, là, tu vois. Ça change le niveau, bien sûr. Donc, ouais. Bien sûr. Vous réfléchissez à l'expatriation, à votre souveraineté financière ou à construire un projet de vie plus résilient. J'accompagne chaque année des investisseurs, des familles, des policiers, des gendarmes qui souhaitent se mettre à l'abri. Réservez votre appel stratégique, le lien est en description. Autre point que je voulais aborder avec toi, parler de terrain, de sécurité et de société, bon, on en a déjà plus ou moins beaucoup parlé, mais j'avais un point que je voulais voir avec toi et que tu nous donnes des conseils. Moi, j'ai pas mal de clients qui me sollicitent pour faire des audits de sécurité. Tu sais qu'il y a eu une recrudescence des séquestrations en France, principalement, suite aux crypto-monnaies, par exemple. Est-ce que tu aurais des conseils, toi, à donner à des gens, pas pour éviter qu'ils se fassent séquestrer, mais pour limiter la possibilité de se faire séquestrer? Mais il y a tellement à dire. En général, regarde. Bah, tu vois, il faut être discret, tu vois. La discrétion. C'est le premier point. Allez, mais je te rejoins. Vivons heureux, vivons cachés. Le mec qui fait des millions en crypto, alors s'il a un business, qu'il a besoin de montrer sa tête, il n'y a aucun problème. Mais il peut le faire avec les stories, s'il marque, il peut le faire en décalé, tu vois. Il marque pas les endroits où est-ce qu'il se trouve. Bien sûr. Il n'utilise pas un vrai nom, toujours un pseudonyme, pour pas qu'on le piste avec sa famille. Moi, tu vois, tu vas sur mon Instagram, eh ben, ma femme est pas marquée. D'ailleurs, elle me fait la gueule par rapport à ça. Ma fille est pas marquée. Pourtant, très bien. Le compte de mes parents sont pas marqués. Le compte de mon frère sont pas marqués. Je suis un fantôme. Personne ne sait où j'habite. Ah, il est entre la Guyane, le Brésil. Et qui te dit que je suis vraiment au Brésil? Qui te dit que je suis vraiment en Guyane? Tu vois, en fait, il faut être malin pour pas... il faut pas dire la vérité, parce que les personnes qui vont t'écouter dans ton marketing, il y a des gens bien, mais il y a aussi de belles crapules. Et ces crapules-là, en fait, tu leur donnes de l'information. C'est de l'osint, hein. Tu vois, il faut jouer avec ça. Après, ça reste sa discrétion aussi. Ok, tu t'es acheté un beau Porsche Cayenne. Ben, ton Porsche Cayenne, utilise-le discrètement dans la ville où t'es pas connu. Et quand tu fais des va en Clio à côté de chez toi, va travailler en Clio. Voilà, store avec ta Twingo, tu vois. Donne pas ton numéro de téléphone privé pour du professionnel, parce qu'il va tourner. Les contacts aussi, il y a beaucoup de personnes qui font confiance trop vite, il faut pas raconter sa vie, tu vois. Ouais. Mais il y a beaucoup de mecs qui font de la crypto, qui se font taper, c'est parce qu'ils racontent leur vie à des proches ou alors je rebondis sur un point parce que je te rejoins sur tous ces points, mais il y a un point qui est alarmant et pour moi on va vers une africanisation de la France, c'est terrible. Je sais pas si tu l'as vu, il y a des agents du fisc et de la police. Alors police, c'est peut-être police, gendarmerie, je sais pas, peu importe, on s'en fiche. Quoi qu'il en soit, ce sont des salauds, hein. C'est pas bien du tout ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu des informations. Et des agents du fisc qui ont vendu des informations. Et ça, c'est terrible. Pour moi, ça montre une africanisation de la corruption. Exactement. Là, ce qu'on pourrait avoir en Amérique latine, pour le coup. Ouais, mais que j'ai jamais vu au Brésil. Et que j'ai jamais vu ici. Parce que ça se fait de façon beaucoup plus discrète, je pense. Au Brésil, en fait, ils ont les milices. À l'époque du régime militaire, c'était les escadrons de la mort. Ils butaient tout simplement les opposants.
Et aujourd'hui, ils travaillent avec le narcotrafic. Mais ils sont connus, reconnus, tout le monde les connaît. Le problème, c'est que en France, en fait, on a la criminalité internationale s'est installée. Déjà, il y a les politiques qui parlent de mexicanisation, c'est faux. Il n'y a pas de mexicanisation de la criminalité. Il y a une italianisation de la criminalité. La criminalité, c'est ça. En France, tu parles? En fait, à l'époque, rappelle-toi bien, on avait un modèle très sicilien. La brise de mer, donc la mafia corse est organisée comme ça. Un chef à sa tête, c'est pyramidal. Et les Corses, qui sont toujours actifs, mais qui étaient les patrons du game jusqu'en 2010, quand les Manouches et les robots de cité se sont associés avec les Hornets, il y a des très bons livres qui expliquent ça pour ceux qui sont profanes en la matière. Ensuite, quand les grands patrons de la brise de mer se sont cassés la gueule, on a eu une napolitanisation de la criminalité. Napolinisation. Alors, la criminalité napolitaine, qu'est-ce que c'est? C'est plein de petits groupes indépendants qui font leur propre trafic. Et c'est ce qui s'est passé à Marseille. À Marseille, on a commencé à voir la DZ Mafia, la Goro Mafia, les petits groupes. Il y a eu 2 groupes, et là, maintenant, il y a un seul groupe, c'est la DZ Mafia, mais qui s'est dispatché en plein de petits groupes. Et en fait, ils ont pris le modèle napolitain, pas mexicain, napolitain. On n'est pas dans une on n'est pas dans un cartélisation de la mafia. On est sur des petits groupes encore qui sont disparates, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas, on a beaucoup de difficultés à les loger, parce que les mafias type siciliennes, on savait comment elles étaient organisées, on les connaissait, on connaissait les lieutenants, les capots, les rats clandestins, on connaissait tout. Les petits groupes comme à Napoli, on a du mal à les loger parce que, en général, c'est des groupes nouveaux, récents, très violents, qui vont vivre, en fait, ils vont avoir une montée fulgurante et une descente fulgurante. Et ceux qui restent, on va peut-être les connaître, mais comme ils changent beaucoup, on a du mal à les loger. Tu vois ? En termes de renseignement, c'est compliqué, ouais. Exactement. Et la mexicanisation, ou la cartélisation, donc comme en Colombie ou au Brésil, c'est des mafias pyramidales qui utilisent des groupes comme les gangs américains. En fait, ils sous-traitent leur criminalité à des groupes. Le jour où la France va en venir à la mexicanisation, on est foutu. Notre seule issue pour s'en sortir, ça sera de faire comme ils ont fait au Salvador et de taper un point ferme sur la table et malheureusement nettoyer. On va venir là. Parce qu'on aura laissé faire. Je te rejoins. Le problème, c'est que plus on attend, plus ce sera difficile de nettoyer. Plus on laisse. Et pourquoi est-ce qu'on attend d'après toi? Parce que forcément, et là je vais peut-être me faire éclater, mais je m'en fous. Mais il faut être honnête. On peut pas insulter notre intelligence. Comment ça se fait qu'on ait des petits groupes et des gros groupes qui se maintiennent comme ça? C'est parce que forcément, on a des personnes qui leur permettent de se maintenir. Tu sais, je vais te dire un peu. On pourrait, en quelques mois, alors quand on était en bac départemental, on en avait discuté avec le collègue de ça. Il nous suffisait de 1 mois et demi. On nous aurait donné 1 mois et demi, on aurait résorbé le narcotrafic, on aurait pacifié les quartiers, parce qu'on connaissait tout le monde. Les services... Maintenant, il te faudrait 1 an, je pense. Les services qu'on a en France, on a d'excellents services de renseignement, que ce soit en police, en gendarmerie, les services de renseignement militaire. On a des professionnels du feu. La gendarmerie, c'est une institution, mais que putain, mais on a des spécialistes en police, on a des spécialistes. On a une qualité, on a une armée de qualité. On a vraiment, on est tellement de qualité que les forces étrangères font appel à nous pour faire des stages chez nous à Lyon ou tu vois. On a une excellente, le maintien de l'ordre, on est les meilleurs au monde. Enfin, tu vois. Donc, explique-moi comment est-ce que des mecs qui ressemblent à rien, qui ont peut-être arrivent à se maintenir, parce qu'on leur permet ça. Si vraiment on nous exploitait à 100% de nos capacités, comme on devrait être exploité, on n'aurait pas de cette criminalité en France. La question, c'est pourquoi est-ce que ces mecs sont maintenus? Alors ça, maintenant, le devoir de réserve m'empêche de répondre à cette question, mais tout le monde a... on en parlera juste après. On en parlera en off juste après. Ouais. On va continuer et on en parlera tous les deux après. En France, si on laisse faire,
Parce que là, on voit des mecs avec des kalachnikovs qui se règlent. Mais comment est-ce qu'on peut... Et on les connaît. Si on laisse faire ça, si on laisse faire ces règlements de compte, si on continue à les laisser faire sans taper du poing sur la table, la prochaine étape, c'est la militarisation de ces groupes-là. Bah oui, comme au Mexique. En Amérique du Sud, aujourd'hui, au Mexique et au Brésil, t'as certaines factions criminelles, ils ont des véhicules blindés, des compagnies de combat. Ouais, j'ai vu. Ils sont mieux armés. On mettra des images dans le montage. Ouais, pour montrer aux gens, parce que j'ai vu ça il y a quelques semaines, j'étais assez surpris. Et c'était pas des images d'intelligence artificielle, c'est des vraies images. C'est incroyable. La formation au Brésil, t'as une faction criminelle brésilienne qui est rentrée en contact avec moi pour que je les forme. Par le biais d'un collègue. Et tu vois, c'est pour ça qu'il faut être, il faut faire vérifier tes sources. J'ai fait vérifier mes sources par d'autres, on m'a dit attention, tu vas former des mecs d'une faction criminelle qui se font passer pour des flics. Ah ok. Et j'y suis pas allé. Ouais, ça va être dangereux même pour toi là. Mais bien sûr, la prochaine étape, et il y a des mecs qui sont allés, ils se sont fait embarquer. La prochaine étape de la France, pas tout de suite, dans 20 ans si on laisse faire, c'est la militarisation de ces groupes-là. Et là, mec, c'est fou. Ouais, et en militarisant ces groupes-là, forcément, on a des collègues qui vont être rachetés. Parce que là, moi, en France, on n'a pas de corruption encore avec les collègues. Ça commence. Ça a coupé. Ça commence, là. Il y a des histoires avec des collègues qui vendent des fichiers, qui vendent des informations. Ouais. Ça commence c'est le début, parce que le recrutement, il est devenu... Moi, quand je suis rentré dans la police, on recrutait... La note minimum, elle était de 12. Si t'avais en dessous de 12, tu passais même pas la phase du recrutement, t'étais foutu à la porte. Il fallait avoir... C'est quoi, 7 Et ensuite, c'était le... 12 sur 20. C'était le meilleur. Ouais, mais maintenant... Oui, mais maintenant, c'est quoi, 7 Aujourd'hui, tu sais ce que c'est, mais 7, non. Aujourd'hui, c'est 4. Aujourd'hui, c'est 4. Ah, 4, c'est pas mal. Si t'as plus que... Tu peux concourir avec les meilleurs. On n'a plus le même rapport. Quand je suis rentré en école de police, on nous apprenait la coercition, le code pénal. Le code pénal, il est clair. On peut utiliser de la force strictement nécessaire pour interpeller. Et déjà, à l'époque, on nous matraquait sur le fait ne sors pas ton arme, tu vas être emmerdé, il faut tout faire. Ah, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, tu sais, je suis un fervent défenseur des droits humains. Sincèrement. Si je peux préserver une vie, il faut le faire. Maintenant, je vais pas risquer ma vie. Si ma vie ou celle d'un citoyen est en danger, je vais pas tout faire pour sauver la vie de la personne qui met celle de notre citoyen en danger. Il faut arrêter l'agression. Et malheureusement, on doit, il le faut, c'est dans le code pénal, utiliser nos armes. Si une personne est sur le point de mettre un terme à la vie d'un de nos concitoyens innocents ou de la nôtre. Et malheureusement, si notre arme attente à la vie de la personne sur laquelle on tire, c'est triste. Mais c'est nécessaire. Il faut arrêter l'agression. Après, moi, je ferai tout pour tenter de sauver la vie, tu vois. Mais il faut que la personne s'arrête. Et les personnes n'ont pas compris ça. Non, mais les gens, ils ont pas compris. C'est que déjà, bon, pareil, tu vas entendre des fois, tu as déjà entendu peut-être 1000 fois. Oui, tire-lui dans les jambes. Déjà, ça, c'est impossible. Quand le mec il bouge et toi tu bouges, tu tires, tu touches. Le but c'est de toucher, de neutraliser. Et une fois que tu l'as neutralisé, tu vas lui porter secours. Une fois que tu l'as neutralisé, tu vas lui porter secours. Toi, j'imagine qu'en ancien chez IGN, le tir c'est une matière que tu maîtrises. Oui, mais jamais au point de dire je vais toucher à 100% cet endroit-là. Non, mais déjà c'est pas ce qu'on t'apprend en école de police. Donc si tu tires délibérément dans les jambes, on va te le reprocher. 1. 2. C'est presque impossible de toucher une jambe dans un mouvement de défense d'une personne qui bouge. C'est impossible. C'est pour ça sur les cibles, il y a une bouteille de dessinée. Parce que les endroits qui arrêtent une agression, c'est malheureusement quand on impacte un organe vital. Un rein. Et la zone pelvienne, voilà, tout à fait. Le cœur, la tête. Malheureusement, avec l'armement qu'on a, on n'a pas d'autre solution. Moi, j'aimerais bien qu'on nous invente un pistolet taser qui tire des cartouches 20... Mais le jour où est-ce qu'on a ça, putain, mais c'est génial, je largue mon 9 mm. Et oui et non, parce qu'en face, les mecs, ils auront toujours des calaches.
Mais oui, mais tu vois, si du jour au lendemain on dit voilà, Ah, mais je comprends. on a une arme, à tous les coups où tu vas toucher, ça va immobiliser le mec. Tu le tues plus. Ah bah oui. Le mec, ben, voilà. Tu vois. Mais c'est le monde idéal, il n'existe pas. Sauf que il y a la théorie et il y a la pratique. Et nous, on vit dans la pratique. Et en théorie, j'aimerais bien que ça se passe. J'aimerais sincèrement bien que ça se passe comme ça. J'aimerais bien que Naël, quand on lui braque avec le flingue, il arrête la bagnole. J'aimerais bien que les mecs, quand on va les contrôler, ils nous vous voient, ils nous disent bonjour monsieur l'agent. Et parce que putain, ça aussi, ça a été le débat. Ouais, la police, elle vous voit pas les jeunes. Les gars, moi, Joe, mes 44 ans, là, je vais pas vous voyer un gamin de 15 ans que j'ai attrapé 150 fois, que je connais les parents, les Ah ouais, sœurs. tu le connais bien. Faut arrêter un moment. Je vais pas lui dire bonjour, vous allez bien, mais le mec va se foutre de ma gueule. Je vais passer pour la pute dans toute la cité. Faut arrêter. Ça fait partie de notre travail social. Parce que qu'on le veuille ou non, avec ces gamins-là qu'on a interpellés 100 fois, des fois, il y a des dialogues qui s'installent. On connaissait un mec à la Cité des Sycomores. Le mec, c'était une crapule. Il avait fait de la prison même en Belgique. Mais avec nous, on avait un contact social. Ça se passait bien. Et ce mec-là, putain, je peux dire qu'on était à 2 doigts de le réintégrer. Tu vois? Mais le truc, il faut laisser faire les professionnels. Les gens, en fait, Ah oui. en fait, le truc, c'est que dans l'imaginaire de certaines personnes, on est politisé, tu vois, dans leur tête. Et s'ils savaient pour qui on vote, ces gens-là seraient vraiment très étonnés. Donc, on est politisé. Donc, on agit politiquement dans le cadre de notre travail, ce qui est faux. Et on est des grosses brutes sans cervelle. On aime cogner les gens, en fait. Dans leur imaginaire, c'est ça. On est des débiles. Ouais, non, tout à fait. Et moi, je vais te dire, à chaque fois que j'ai dû taper quelqu'un pour me défendre ou pour interpeller, parce que la loi me permet d'utiliser la force strictement nécessaire. Un mec avec un bâton qui va pour mettre un coup de bâton à un de mes collègues, ben quand je lui mets une patate à ce mec-là, parce que je suis obligé de lui mettre une patate pour qu'il arrête son agression. Et quand tu rentres à la maison, que tu te regardes dans la glace et que tu te dis, putain, j'ai été obligé de me rabaisser au même niveau que ce mec, et j'ai été obligé C'est vrai. je dis, regarde, j'ai été obligé de me salir et de me rabaisser pour taper ce mec-là pour qu'il arrête. Tu sais, tu continues avec l'inter à la maison. Elle ça répète, putain, j'aurais peut-être pu faire comme ça, j'aurais peut-être pu faire comme ça. Ouais. Tu vois? Et quand tu dis, putain, ce mec-là m'a obligé à me rabaisser, à me salir, bah, tu sais, t'en sors pas grandi. Donc, ouais, il y a des abrutis qui veulent casser des bouches. Ça existe partout. Ça existe dans les équipes de rugby, dans des trucs de football, dans des groupes de potes, dans la police. Moi, j'en ai pas vu des gens comme ça. J'en ai pas vu des mecs qui vont, les mecs, on va leur casser la gueule. J'en ai pas vu. Ça Ouais, existe. c'est à la marge. Mais moi, en 20 ans de police, j'en ai jamais vu. Et si j'en ai croisé des mecs qui faisaient des blagues, parce que ça, ouais, des mecs qui faisaient des blagues limites sur des mecs qui étaient crevés sur la voie publique ou qui avaient des gueules qui étaient comme ça, c'est des blagues de mal goût qui souvent sont faites pour relâcher la pression de la vision qu'on a d'un mort ou d'un mec qui s'est fait éclater. C'est une manière de relativiser un stress, une agression visuelle et sensorielle que les mecs sont obligés de vivre dans le cadre de leur mission. Tu sais, moi, j'ai vu des mecs du SAMU, et ça, je le dis dans mon livre. Dans mon livre, il y a des mecs du SAMU, à un moment, ils prennent un mort, le mec, il a plus de tête. Monsieur, si vous m'entendez, serrez la main. Et il rigole. Et nous, on a rigolé, mais on s'est senti mal, tu sais, après. Et on a Ouais, grave, j'imagine. ça fait sortir le stress. Mais c'est ignoble. Et la famille était à côté. Et heureusement qu'elle nous a pas entendus. C'est ignoble. C'est ignoble, mais même les soignants le font. Parce que c'est humain. Tu vois? C'est pas professionnel, mais c'est humain parce que tu te prends... Le mec, pour info, il s'était mis une balle de fusil de chasse en pleine tête. Il avait plus de tête. Et ce mec-là, moi, Alexandre, ce mec-là, il est revenu plusieurs fois. Tu sais, j'ai fait un mec qui a sauté sous un train. J'en parle dans mon livre. Et quand je marche sur des cailloux, tu sais, comme des cailloux de voie ferrée que j'entends le son, et ben même aujourd'hui,
je revois la scène avec les pompiers qu'on aide, le morceau de main que je prends, que je mets sur le truc. Je le raconte dans mon livre, ça. Tu vois, c'est con, hein. Mais tu vois, je vais être avec ma femme, avec des gens que j'aime. Le truc a rien à voir. Et un son ou une odeur va me faire revivre une intervention. Et ça, c'est des trucs que les gens ne savent pas. Ne savent pas. Mais ça te hante toute ta vie, c'est sûr. Moi, c'est pareil, les cadavres que j'ai vus, les situations, Oui. je pourrais y repenser ponctuellement, même si c'est rare, mais ça peut arriver, en effet. S'il y a un signal, comme tu dis, qui te rappelle. Le cerveau humain, il est incroyable. Hein. Il est incroyable. Et on est protégé par parce qu'on refoule des souvenirs. Il suffit d'un petit détail. Tu sais, une fois, j'étais avec ma femme et j'ai senti une odeur qu'un cadavre avait sur une personne, et probablement c'est le parfum que le cadavre avait et le parfum que cette personne avait. Et j'ai revécu la scène avec ce cadavre. Et ma femme, en fait, elle était devant moi, elle me parlait, il y avait plus de son. Et en fait, elle m'a fait comme ça. Oh, oh, oh. Et je suis revenu. Et tu sais, et je pensais à ce mec-là. J'avais ma femme en arrière-plan. C'est très bizarre. Ah, je vois. À ce mec-là, elle me parlait, puis elle était au loin. Et tu vois, c'est des trucs que ces gens-là, comme ils n'ont pas vécu ça physiquement, ils peuvent pas nous comprendre et ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit de nous dire comment est-ce qu'on doit travailler, parce qu'à partir du moment où ils n'ont pas vécu, ils peuvent pas. Ils peuvent pas avoir l'audace de nous expliquer comment est-ce qu'il faut qu'on fasse. Ça, c'est vraiment. Non, je te rejoins. Il y a forcément des stigmates qui sont là, qui sont importants par la suite. Et ça, c'est parce que les mecs, c'est parce que c'est un. Non. Tous les flics de sécurité publique l'ont vécu, ça. Les pinots de simples flics, là. Parce qu'on en parle. Oui, c'est juste qu'il y en a. En fait, beaucoup. Dans mon livre, mais oui. dans mon bouquin, je parle du petit flicard. Je parle pas du Lisco, Oui. du colonel. Non. Moi, je parle du petit flic, celui qui va vous arrêter dans la rue, qui va vous mettre une amende. C'est le même qui va ramasser un cadavre. C'est le même qui va se faire tirer. C'est le même qui. Et c'est celui. Je te dirais même que c'est celui qui ramasse le plus. Parce que les unités spécialisées, quand on intervient, on est préparé, on est équipé, on est non. Exactement. Alors que le flic comme tu dis, le petit Pinot, là, comme tu l'appelles, eh ben, lui, c'est lui qui ramasse le plus. Tu sais, sur tous les sujets. on le voit difficile. Au Bataclan, moi, je trouve ça honteux. Ils ont médaillé le raid 10 ans après. 10 ans après, tu vois. Ils ont pas médaillé la BAC tout de suite. Ils ont dû. Et les mecs de police secours qui se sont fait tirer dessus, qui ont porté assistance, les pinots simples flics, la bleusaille, ils ont rien reçu. Mais moi, je trouve ça honteux. C'est une honte. Et pourquoi? Parce qu'ils ont pas le statut, en fait. C'est des kiosques, quoi. Donc, tu vois, c'est eux qui. On parlera quelques instants du Bataclan après. Je vais enchaîner si tu le veux bien, parce que sinon ça va vraiment faire 3 émissions pour le coup. Non, on va en faire 2, je pense. 2 parties. Dis-moi, tu connais Jacques Attali? Ça me parle. Alors Jacques Attali, c'est quelqu'un qui est derrière qui est le bras droit des présidents depuis 60 ans à peu près. Il a parlé de 3 catégories de personnes pour demain, mais pour moi c'est aujourd'hui. C'est dans le monde d'aujourd'hui, hein, ou vraiment demain, mais à court terme. Il a parlé de 3 catégories, donc les nomades de luxe, ceux qui peuvent choisir où ils vivent, les nomades de misère, ceux qui sont contraints de fuir pour survivre et se nourrir, et la classe moyenne, sédentaire entre les deux, qui subit souvent l'endroit où elle se trouve, où elle vit, et qui craint le déclassement et qui rêve d'accéder à la partie nomade de luxe. La question est la suivante. Pour toi, la sécurité ressemble à quoi dans chacun de ces 3 cas? Mais on en voit un peu. Rapidement, parce que sinon, c'est vrai qu'on pourrait parler même une demi-heure juste sur ça, parce que c'est super intéressant. Mais... Tu vas à Monaco, Cannes ou même au Brésil, dans des quartiers riches, c'est de la sécurité privée armée. Et t'as beaucoup de bataillons de police dans ces quartiers. Tu vas à l'Élysée, tu vas à rue des Saussets, il y a un collègue au mètre carré. Les sédentaires obligés, ceux qui sont obligés de partir parce que c'est la misère noire. T'as pas ou peu de police à Aubervilliers. Le poste de police à Argenteuil, je sais même plus s'il existe.
Les postes de police ont fermé. Le commissariat de police de Beson, dans lequel j'étais, a fermé. Donc, dans les coins où les gens se cassent parce ils abandonnent tout, en fait, pour se sauver, mais c'est très judicieux, ça. Est-ce que t'as de la... Ben non, la sécurité, en fait, ils sont obligés de se la faire eux-mêmes. C'est eux qui gèrent leur sécurité. Et les sédentaires vivent, en fait, ils ont la sécurité du service public. Un peu comme l'école. Ils vont subir la situation. Voilà. Regarde, t'as l'école publique et t'as l'école privée. Même les professeurs des écoles publiques mettent leurs enfants dans l'école privée. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont conscients de la qualité du service. Mais voilà, et c'est pas parce que les profs du public sont mauvais. Il y a plein de profs du public qui sont excellents, qui sont bons. Mais en fait, le gouvernement, les ministères ont plus les moyens de leurs ambitions. C'est triste à dire, hein. On arrive... alors, tu vois, il y a des collègues... Moi, je pensais qu'il y avait des problèmes d'incompétence. Je le pensais. Mais plus j'avance, plus je me dis que non, en fait. C'est peut-être qu'on a vraiment plus les moyens et on a plus... et peut-être qu'il y a une volonté politique de réduire la qualité des services, tout simplement, parce que on va mettre des services ailleurs. Et dans ce cas-là, bon, ok, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais ça, après, moi, à mon niveau, je sais pas, tu sais, moi, je suis comme tout le monde. Moi, je suis un frollo de la sécurité publique, hein. Je suis un gars du prolétariat. Et je suis ça aussi. Moi, mon intérêt, c'est la France et les Français. Et le peuple français, tu vois. Bien sûr. Mais effectivement, tu vas au Brésil, il y a une privatisation de la police. Avec de la sécurité. Ah oui, non, mais c'est clair. Et on le voit. J'ai travaillé en sécurité privée. Tu vois, quand j'étais engagé comme agent de protection rapproché pour l'avocat, j'étais payé pour assurer sa protection rapprochée, alors qu'il aurait pu bénéficier de protection de l'État pour ça. Mais ça lui suffisait pas. Tu vois, après... Ouais, c'est ça. Je vais enchaîner, Alex, si tu permets, sur les 5 questions que je pose à tous mes invités. Question très simple, tu réponds de façon brève et naturelle. Alors, si la situation se dégrade là où tu es demain, est-ce que tu as un plan B concret ou tu improvises? Moi, oui, j'ai un plan B. J'ai toujours eu des plans B. Pour te dire, et pour te dire, à la maison, que ça soit dans ma résidence de célibataire géographique ou chez ma femme et ma fille, j'ai un sac à dos prêt à partir avec le minimum pour 3 jours. C'est con, hein, ce que je te dis. Hein. Et pour pousser le vice plus loin, j'ai acheté, à l'époque, parce que je suis tireur sportif, hein, j'ai un RT 627, c'est un revolver qui mange du 38, 357 et du 380 et du 9 mm long. Et j'ai acheté cette arme-là, justement, dans le cadre où il arrive quelque chose de mondial, que j'ai au moins une arme pour protéger ma famille, qui mange de presque toutes les munitions que tu peux trouver sur le marché. Je suis pas un survivaliste, hein. Je rentre pas dans les théories. Non, c'est de la merde, ça. Les gens qui disent ça, après, c'est les mecs du PMU qui restent avec leur idée de survivaliste. On n'est pas dans du survivalisme. On est des gens lucides. Voilà, on est des gens lucides, cohérents, organisés, et voilà. Alors après, j'ai pas l'essence de prêtre, tu vois. Je devrais avoir un bidon d'essence de prêtre, je l'ai pas, ça. Mais j'ai au moins un sac, parce que tu peux te dire où pas, tu vois. Par exemple, pendant le Covid, j'avais déjà des provisions de riz et de pâtes et de PQ. Et ça nous a beaucoup aidé, ça. C'est con, hein. Mais tu vois, on n'a pas eu besoin de sortir, de se mélanger, de faire les trucs, on avait déjà ce qu'il faut. Ouais, très bien. Non, voilà, t'anticipes. C'est dans l'anticipation et c'est une grande qualité que les gens n'ont pas souvent. J'essaie d'anticiper. Ouais. Deuxième question, si ta banque bloque tes comptes demain matin, tu tiens combien de temps et t'as quoi comme alternative? Alors là, ma femme est banquière, donc j'ai de la chance là-dessus, tu vois. Mais non, là, si ma banque
Après, tu peux ne pas avoir d'alternative. Hein. Non, là, si ma banque ferme, là, sincèrement, je suis dépendant de. Là, je suis dans la merde. Ok. Alors après, j'aurais toujours à manger un peu à la maison, mais ouais. Là, je retourne à l'âge de pierre, mon pote. La sécurité de ta famille, t'en as parlé. La sécurité de ta famille, elle dépend de toi. Souvent, elle dépend du père de famille, dans une famille normale, je dirais. Aujourd'hui, tu à quel niveau, honnêtement, de sécurité? Tu as la possibilité de te défendre, de les défendre. Ah oui, bah, le truc, c'est que, en fait, comme je travaille éloigné de mon domicile, Ouais, ça, c'est. bah, quand je suis pas à mon domicile, c'est ma femme, en fait, tu vois, qui gère Elle ça. assure. C'est elle qui assure. Très bien. Super. Elle assure à son niveau. Oui, évidemment, elle n'a pas ton expérience, mais À son niveau, elle assure à son niveau. elle sait pas utiliser. S'il faut qu'elle utilise une arme, elle l'utilisera. Mais elle sait pas le faire, tu vois. Elle aime pas ça. Elle le fera à son niveau de femme. Par contre, quand je suis là, après, elle m'appelle tout le temps pour que je résolve des trucs de mec. Tu vois. Donc, je suis tout le temps là, tu vois. Ouais. Par contre, quand je suis là, ouais, c'est même trop, parce que je suis très père cool, en fait, tu vois, que ça soit avec ma femme, je suis très père cool. Hein. Mais parce que j'ai tellement vu de saloperies que je veux pas que ça arrive à ma famille. Ouais, je comprends. Non. Je te comprends totalement. Euh, dans 20 ans, est-ce que tu veux... pardon, je la refais. Ouais. Dans 20 ans, qu'est-ce que tu veux avoir transmis à tes enfants? C'est une belle question, ça. Une belle et bonne question. Euh, alors, bah, déjà le respect, mais la foi en l'humanité. C'est rigolo ce que je vais te dire, mais Non, c'est pas rigolo, c'est très, très sérieux. ma- malgré le fait que ouais, les gens, ouais, il est flic et tout, ben, moi, je suis pas rousseauiste. Hein. Je crois pas que l'homme est bon. Par contre, je pense qu'on a tous, même les hommes mauvais, on a tous la possibilité d'être meilleur, d'être un homme meilleur. Alors c'est très, comment dire. Utopiste, utopiste. Non, ouais, mais tu vois, je pense que en chaque homme, même dans la pire des crapules, eh ben cette crapule-là, un jour, elle a été enfant, il a aimé sa maman, il a aimé son papa, il a aimé quelqu'un. Ça n'existe pas un mec qui a aimé personne. Et il y a des gens qui ont été détruits et qui reproduisent ce qu'ils ont fait. Mais à la base, ils étaient comme toi, comme moi, quand ils étaient ni bons ni mauvais, mais ils ont évolué, ils pouvaient être meilleurs. Et je pense qu'on peut tirer. Moi, tu sais, j'ai vraiment foi en l'humanité. C'est pour ça quand il y a des gens qui me disent ouais, il faut respecter les droits de l'homme. Putain, s'il y a un mec qui respecte les droits de l'homme ici, c'est bien. Tu vois, moi, je suis vraiment dans l'amour de mon prochain, dans le sens pas dans le sens catholique du terme, mais dans le sens où je crois que tu vois, moi, je veux dire même les mecs qu'on interpelle, je crois que s'ils en sont là, c'est parce qu'ils ont loupé le coche à l'époque de leur vie et ils auraient pu être des mecs meilleurs. Je crois en la rédemption. Bon, par contre, il y a des limites. Il y a des mecs qui sont irrattrapables Oui, bien sûr. parce qu'ils ont fait trop de mauvais choix. Mais en fait, ils avaient le choix à des époques de leur vie. Et il y a des mecs qui ont fait trop de mauvais choix. Et je pense vraiment, c'est ce que j'aimerais dire, c'est ce que j'aimerais faire passer à mes enfants. C'est ça, tu vois, ma fille, D'accord. d'avoir le respect des choses qui ont été faites par nos anciens. Tu vois, moi, j'ai même les anciens de 14 qui sont tatoués sur moi, tu vois. Et de croire en l'humanité. De pas croire comme un imbécile aux gens, tu vois. Mais Bien sûr, bien sûr. en chaque homme et en chaque femme qui nous entoure, on a un peu d'humanité. Tu vois. C'est peut-être contre et Parfait. utopisme, mais c'est vraiment un truc auquel je crois. Tu vois. Non, non. Non, c'est très, très aligné avec la personnalité que tu as Bon, et que tu es. Dernière question, Alex, si tu me voilà, permets. la cerise. Une seule brique à poser aujourd'hui pour que ta famille soit plus libre dans 10 ans. Ce serait laquelle? Ça serait la. Ce serait peut-être en lien avec la question précédente dans ton cas.
Ouais, oui et non. Dans mon cas précis, ça serait la réunion. J'aimerais qu'on soit réunis. Tu vois, qu'on soit, parce que Pour avancer, ouais, je comprends, c'est difficile à distance. la vie m'a obligé à malheureusement à faire des opines à chaque fois. Tu vois. Faire un temps de travail, un temps de repos, un temps de travail. Et pour moi, c'est vraiment ça, tu vois. Et tu te rends compte de la valeur des personnes que t'aimes quand t'en es éloigné, en fait. C'est rigolo, hein, mais quand j'ai quitté la métropole, je me suis rendu compte de la valeur de mes amis, de la valeur de mes parents, de ma sœur, de mon frère, parce que t'en es éloigné. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec ces gens-là, tu peux pas leur donner de nouvelles pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ben, quand tu reprends contact avec eux, rien n'a changé. Tu vois, ça reste. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves avec les gens de ta famille avec qui t'es connecté et avec tes amis. Et les amis, t'en as pas beaucoup en fait, tu te rends compte, parce que il y en a que tu pensais être tes amis, ils t'ont oublié. D'autres, tu pensais pas être tes amis. Putain, les mecs, ça change pas, t'as ce même truc. Et forcément, avec ta femme, tes enfants et ta fille, t'as le même truc, tu vois. Et moi, j'aimerais vraiment ça. Alors peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. Tu vois. De toute façon, tout est. Il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Mais pour moi, j'aimerais vraiment ça, tu vois. Qu'on puisse. Ok. On puisse avoir ce luxe d'être de nouveau réunis 24 heures sur 24. Même si des fois, tu as envie de jouer ta compagne par la fenêtre parce qu'il y a des engueulades, ou voilà. Mais je te rejoins pour avoir vécu, avoir été gendarme mobile et avoir eu des difficultés à trouver une situation stable. Je te rejoins aujourd'hui. Je suis bien plus épanoui aujourd'hui que quand j'étais séparé de ma compagne à l'époque sans avoir d'enfant. Et même quand je partais en mission, tout simplement, plus ou moins longue. C'est clair. Écoute, est-ce que tu voudrais rajouter un mot avant la conclusion ? Pour tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, sachez que vous êtes des guerriers, parce que ça fait longtemps qu'on est en train de discuter, et ça veut dire que vous êtes des vrais. Voilà. Et pour vous qui êtes des vrais, j'aimerais réitérer ce que j'ai dit dans ce podcast, dans ce live-là. Faites tout pour essayer de ne pas rêver votre vie. Et faites tout pour essayer de vivre vos rêves. Ça paraît une phrase toute faite, toute dite, mais si vous vous donnez les moyens de vivre vos rêves, vous allez y arriver. Et si vous n'arrivez pas à les vivre à 100%, vous les vivrez à 20%, à 30%. Vous aurez déjà atteint vos objectifs. Et en atteignant cet objectif-là, vous allez mettre le pied sur une échelle. L'échelle, alors moi, je la compare avec l'échelle de Jacob, pour ceux qui croient en Dieu, qui va vous pousser vers une autre marche. Et vous allez évoluer. Voilà, vous allez faire de l'humanité, vous allez faire à votre niveau croître l'humanité. Donc faites-le, c'est très important. Ça va vous élever même personnellement dans votre vie. Voilà, c'était ma phrase de copie. Merci beaucoup. Je te rejoins. Merci Alexandre. Parce qu'en effet, on dit souvent que il faut viser la lune pour atteindre les étoiles, et c'est grossièrement ce que tu voulais dire. Et il faut vraiment agir. Moi, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours par le biais de mon contenu, c'est motiver les gens à agir, à être dans l'action, à planter des graines chaque jour et à aider les arbres à grandir. Donc, merci encore. Et excuse-moi, pour ceux qui sont en Guyane, le 20 juin, il y aura une session de dédicace. Voilà. Et il y en aura une de prévue, je l'espère prochainement en métropole. Excuse-moi de t'avoir couru, pour ceux qui seraient intéressés pour le livre. Je fais ma promo. Hein. T'as raison. Donc, merci à toi Alexandre, pour ta venue. Et vous trouverez en description tous les liens et contenus accompagnement avec mon lien Linktree et bien évidemment le lien pour commander le très bon livre de Alexandre. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres, restez lucides pour Avida. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. De très gros invités arrivent prochainement sur la chaîne. Et dites-moi en commentaire qui aimeriez-vous voir comme prochain invité. À très bientôt, prenez soin de vous, pour Avida.